Ok, non, mais je vais tenir à peu près, comme ça on aura le temps de discuter ce qui est possible. Donc, à mon tour, merci de l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter mon ouvrage ici. Je pense que ça fait toujours, voilà, c'est toujours intéressant de mettre un peu les hypothèses qu'on formule, les résultats auxquels on arrive en discussion. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Donc je vais présenter le livre autour de la question. Enfin, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est un petit peu justement revenir sur des questions un peu classiques en sciences politiques, notamment des questions autour du pouvoir, mais qui me semblent insuffisamment prises en compte justement dans la sociologie de l'action publique, qui justement en s'interrogeant sur toute une série d'interrogations autour de la gouvernance, la bonne gouvernance, les processus de négociation, etc., tend à prendre insuffisamment en compte, pour moi, les questions d'inégalité de ressources, d'inégalité d'accès à certaines arènes et le caractère souvent assez durable de ces inégalités. Donc c'est ce que j'ai envie de faire dans cet ouvrage, ce que j'ai fait dans cet ouvrage, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est justement comment ces questions du pouvoir en sociologie de l'action publique peuvent être remises un peu sur les chevaux, remises au centre des interrogations. Donc voilà, donc à travers ça, je reviens, je pense, sur certaines questions de sciences politiques et de sociologie de l'action publique. Alors, la première question, c'est le lien, alors, qui est une interrogation que je porte depuis un certain nombre d'années sur le lien entre action publique et publicité. Alors ça, c'était notamment ce que j'avais beaucoup travaillé à travers la crise de l'amiante, mon travail sur la crise de l'amiante, où ce qui me semblait particulièrement intéressant dans l'analyse de la crise de l'amiante, c'est pas seulement, alors c'était aussi, mais pas seulement les processus de construction des problèmes publics, de mobilisation pour rendre pour construire un problème comme méritant une attention du grand public, des pouvoirs publics, de l'administration, mais derrière ça, c'était aussi montrer comment est-ce qu'un certain nombre de questions, et notamment les questions de l'amiante et plus largement les questions de risque professionnel, en dehors de ces étapes de forte mobilisation, de fort intérêt public, sont construites de manière à être difficilement prises en compte dans un débat public, à faire difficilement l'objet justement de débats larges sur les tenants et les aboutissants de ces politiques. Et donc, de la même manière qu'on peut s'interroger sur les processus de construction des problèmes publics, ce qui me semble de plus en plus intéressant, c'est de s'intéresser sur comment est-ce qu'on construit, pour le dire vite, des non-problèmes, c'est-à-dire des situations non problématiques et qui, vis-à-vis desquelles il est difficile de les construire en enjeux pertinents pour les journalistes, pour les acteurs administratifs et politiques. Dans ces processus de réduction un peu des sphères d'intérêt sur des publics intéressés à une question, il me semble que les dimensions scientifiques jouent un rôle de plus en plus important. C'est-à-dire que souvent, ce travail de construction d'un espace confiné de discussion sur un problème se fait en mobilisant justement des outils très techniques qui font l'objet d'une construction dans des arènes scientifiques et donc le rôle des acteurs scientifiques, des experts, joue un rôle important justement dans ce travail de réduction des publics intéressés. Et puis j'y reviendrai dans le cadre de ma présentation. Il me semble que ces recherches sur l'importance de la science et de l'expertise dans la construction des politiques publiques ont été assez fortement impactées par les problématiques récentes autour de la production d'ignorance, toutes les recherches qui ont été développées en sociologie des sciences autour de ces logiques de construction de fausses controverses et de sociologie de l'ignorance sur laquelle je reviendrai. Et donc, en dernier point, ça me permet tout ça de revenir sur la question du pouvoir, ce que j'évoquais tout à l'heure, la question du pouvoir en sociologie de l'action publique. Donc ça, j'y reviendrai peut-être en conclusion pour montrer justement comment est-ce que ces différentes interrogations permettent de reposer de façon différente ces questions. Donc l'idée, c'est de redonner des dimensions politiques aux instruments techniques et scientifiques de l'action publique. Donc c'est entrer dans les
dimension très technique et scientifique des enjeux pour essayer de comprendre justement quels sont les tenants et les aboutissants d'un point de vue social et politique. Dans l'ouvrage, je le fais à partir de deux exemples, de deux dispositifs. En fait, réalistement, je pense que je traiterai là que du premier point, c'est-à-dire la quantification des maladies professionnelles. Donc, c'est le point que je vais le plus développer. Je pense comment est-ce que les processus de quantification de maladies professionnelles conduisent à une invisibilité des enjeux de santé au travail et conduisent à une certaine inertie dans leur prise en charge publique. Et puis, je travaille, et ça, je pense qu'on en discutera peut-être au moment de la discussion après ma première intervention. Je développe aussi un exemple qui est l'exemple des valeurs limites d'exposition professionnelle, donc qui sont des valeurs limites qui sont fixées pour chaque produit toxique, enfin pour plusieurs produits toxiques utilisés dans l'industrie et qui fixent des valeurs maximales auxquelles les ouvriers, les travailleurs ne devraient pas être exposés. Donc c'est même chose, c'est des valeurs qui sont élaborées dans des espaces scientifiques d'expertise, mais qui sont entrées dans les réglementations des différents pays industrialisés. Alors avec un certain retard en France pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Donc, donc un type d'encadrement des expositions qui se fait justement à travers un outil avec les dimensions, enfin avec des dimensions techniques et scientifiques extrêmement fortes. Donc je vais commencer par présenter justement le questionnement autour de la quantification des maladies professionnelles et comment est-ce que ces processus de quantification, où on va le voir, de sous-évaluation des maladies professionnelles, contribuent justement à donner une forme très spécifique aux enjeux liés à la santé au travail en France. Donc, cette question de l'ignorance et de l'invisibilité des enjeux de santé au travail, elle est au cœur d'un certain nombre de travaux de sciences sociales depuis un certain nombre d'années en sociologie et en sociologie du travail et de la santé. Il me semble que, alors je m'inscris un peu dans le travail de Michelle Murphy, qui est une historienne des sciences canadienne, qui a développé à partir du syndrome des bâtiments malsains. Vous savez, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler des syndromes des bâtiments malsains, c'est des maladies qui apparaissent dans des services souvent administratifs liés à des problèmes de ventilation de produits toxiques, mais à très faible dose. Qui circulent dans les bâtiments. Et dans le cadre de ce travail, elle développe l'idée du régime d'imperceptibilité d'un certain nombre de questions et elle démontre que le XXe siècle se caractérise justement par la production de l'imperceptibilité d'un certain nombre de problèmes, et notamment de la toxicité de certains produits. Et en m'inscrivant un peu dans le prolongement de ces recherches autour des régimes d'imperceptibilité, il me semble que pour parler des questions de santé au travail, on ne peut pas parler de problèmes qui sont complètement invisibles, qui sont complètement ignorés dans l'ensemble des espaces sociaux, mais des problèmes qui pâtissent d'un régime, alors qu'on va appeler de visibilité-invisibilité, c'est des problèmes qu'on connaît, mais qu'on connaît assez mal, mais qui ne font pas l'objet justement d'une attention prioritaire. Et il me semble que ce régime spécifique de visibilité-invisibilité, il est construit autour de l'articulation entre, premièrement, des savoirs scientifiques qui sont parcellaires. Alors, on parle pour aller vite d'ignorance, on va voir que c'est plus... ignorance, ça va peut-être un peu vite dans ce qu'on caractérise par là, mais des savoirs scientifiques parcellaires et peu pris en compte par les acteurs politiques et administratifs. Donc ça, c'est l'état des savoirs scientifiques qui sont peu stabilisés, qui font l'objet de peu d'appropriation par les acteurs politiques et administratifs. Et puis d'autre part, une quantification officielle des maladies professionnelles par, en France, les institutions de sécurité sociale, donc exclusivement dans le cadre de l'indemnisation des maladies professionnelles, et dont on va voir que structurellement, ils sous-estiment le nombre de maladies liées au travail. Il me semble que l'articulation de ces deux dimensions, de la faiblesse des savoirs scientifiques et de la sous-estimation institutionnelle des maladies professionnelles, conduit à produire justement ce régime spécifique de faible visibilité des enjeux de santé au travail. Donc,
Premier point, je vais revenir justement sur l'état des savoirs scientifiques sur cette question et comment est-ce que la faiblesse des savoirs scientifiques produit justement cette faible visibilité des enjeux de santé au travail. Alors, en soulignant d'abord la spécificité de cette question de la santé au travail. Les sociologues des sciences, qu'ils ont montré historiquement, c'est qu'on produit des connaissances nouvelles quand on a des intérêts sociaux, économiques, politiques forts en arrière-plan. C'est-à-dire qu'en France, le secteur du nucléaire s'est développé d'un point de vue scientifique quand, politiquement, on avait intérêt à développer le nucléaire militaire et civil, etc. On a développé des recherches extrêmement importantes. Aujourd'hui, les recherches sur les nanomatériaux sont fortement investis par les industriels parce qu'on anticipe que des nouveaux marchés vont s'ouvrir dans les vêtements, dans les médicaments, etc. Donc on voit bien cette articulation classique qui a été travaillée par la sociologie des sciences entre le poids des intérêts économiques, sociaux et politiques et la production de connaissances nouvelles. Dans le domaine de la santé au travail, on est dans une situation spécifique. Puisque les relations entre les intérêts économiques et la production de connaissances est dans la plupart des cas inversée. C'est-à-dire qu'on a des données, les données autour de la cancérogénicité des produits utilisés dans l'industrie sont des données sensibles, mais pas parce qu'elles vont avoir un intérêt pour les industriels, mais au contraire parce qu'elles vont générer des coûts plus importants, parce qu'il va falloir mieux protéger les travailleurs, mettre en place des dispositifs d'aspiration, des équipements de protection individuelle, etc. Donc il va y avoir des coûts de production plus importants, voire dans certains cas, quand on a une confirmation du caractère très dangereux d'un produit, la fermeture de certains marchés, l'interdiction d'usage et de mise sur le marché de certains produits, etc. Donc on a des données scientifiques sensibles, mais on est dans un rapport inversé dans le sens où ce que vont chercher les intérêts économiques, ça va être non pas la production de nouvelles connaissances, mais au contraire l'affaiblissement de l'affirmation du lien entre tel produit et telle maladie. Les acteurs industriels vont principalement dans ces domaines-là rechercher l'ignorance ou vont chercher à produire des fausses controverses, etc. Donc à affaiblir l'affirmation scientifique du lien entre l'exposition à tel produit et l'apparition de telle ou telle maladie. Donc, un rapport inversé entre intérêts économiques, sociaux et politiques et production de connaissances nouvelles. Alors, ça a donné lieu à différentes recherches en sociologie des sciences sur ces logiques de production d'ignorance. Alors, le cas un peu emblématique de ce domaine-là, c'est le cas de l'industrie du tabac, qui a été travaillé notamment par Proctor et par d'autres chercheurs, où on a mis en évidence de façon systématique, durable, depuis les années 50, le travail de l'industrie du tabac pour fragiliser le lien entre tabagisme et cancer du poumon, plus tard entre tabagisme passif et cancer des poumons, etc. Donc où on a un travail assez systématique de ces industriels pour produire de l'ignorance, affaiblir les connaissances scientifiques, déplacer les controverses, non pas sur le tabagisme passif, mais sur la qualité de l'air intérieur de façon générale, etc. Donc ça, c'est assez bien documenté. Dans le domaine de la santé au travail, on a un certain nombre de travaux qui ont été faits plutôt aux États-Unis, justement, toujours souvent à partir de données issues de procès qui ont eu lieu aux États-Unis, qui ont donné accès justement à des archives d'acteurs industriels. Et donc, on a les travaux notamment de Rossner et Markowitz, deux historiens qui travaillent à New York sur les expositions à la silice, au plomb, au polychlorure de vinyle. On a des travaux qui ont été faits sur l'amiante, sur d'autres toxiques du même type, donc où on a bien mis en évidence justement le rôle très actif des industriels pour fragiliser la production de connaissances nouvelles, essayer d'étouffer un certain nombre de projets de recherche, etc. Donc ça, je dirais, c'est les travaux les plus connus, les plus représentatifs justement de cette sociologie de l'ignorance. On a un rôle actif des industriels pour fragiliser les connaissances scientifiques.
Il me semble que dans le domaine de la santé au travail, plus fondamentalement, ce qui me semble intéressant à analyser, c'est le fait que, indépendamment alors, de ces mécanismes actifs des industries, indépendamment de ces processus-là, on a aussi une capacité des acteurs industriels à simplement produire ce que Crac et Barra s'appelait de la non-décision, c'est-à-dire refuser simplement qu'une recherche soit menée sur un produit qu'on est le seul à utiliser, par exemple. Donc on ne va pas donner les échantillons aux chercheurs pour que les toxicologues fassent les recherches, ou on va interdire l'accès de son entreprise à des épidémiologistes pour que justement il n'y ait aucune étude qui soit menée sur le développement d'éventuelles maladies dans une entreprise. Donc on est par la position des industriels à avoir le monopole de l'accès justement aux lieux de production et aux populations qui sont exposées dans le domaine dans le domaine du travail, on a une capacité des industriels à faire veto, à interdire justement l'engagement le lancement justement d'une recherche scientifique sur un produit qui serait utilisé par ces industriels. Et donc dans le prolongement justement de ce pouvoir indirect des industriels, on a un certain nombre de travaux qui ont été menés en sociologie des sciences autour de ce que un certain nombre de chercheurs, notamment David Hess, qui a été le premier à développer cette idée-là, autour de la notion de undone science, de science non faite, de science non produite, qui insiste cette fois plus sur une inégalité justement structurelle dans la capacité à produire des recherches et à être en capacité de lancer des programmes de recherche entre les industriels justement qui ont les financements, ont l'accès justement aux sites dans lesquels on peut produire des études, versus les mouvements sociaux, des organisations syndicales, des associations de riverains qui, elles, quand elles sont confrontées à des risques sanitaires dans l'entreprise ou dans l'environnement d'une entreprise, sont souvent confrontées, comme le souligne David Hess, justement à une étude épidémiologique qui n'a pas été produite, à un numéro de revue autour de cette question qui n'a pas été fait, à un colloque qui ne s'est pas tenu, etc. Donc de la science qui n'a pas été produite parce qu'il n'y avait pas d'intérêt économique ou social derrière la production de ces connaissances, mais qui aurait pu trouver un sens justement dans le cadre de mobilisation d'acteurs qui se mobilisent pour attirer l'attention sur tel ou tel risque dans une entreprise ou dans son environnement. Donc, une attention qui a été progressivement portée justement à ces inégalités plus structurelles dans la distribution de la connaissance et de l'ignorance en fonction des intérêts qui peuvent se manifester dans la société à un moment donné. Alors, ce qui me semble particulièrement plus caractéristique justement de la santé au travail par rapport à d'autres enjeux, c'est le fait que cette inégalité dans la distribution des connaissances, elle est assez durable. C'est-à-dire cette inégalité entre les organisations syndicales et les employeurs, entre industriels et riverains ou travailleurs, elle se modifie assez peu dans le temps. Donc on a des inégalités qui restent assez durables et qui contribuent justement à faire... à rendre comme allant de soi d'une certaine manière cet état de méconnaissance sociale, de méconnaissance scientifique et sociale de certains risques qui caractérisent justement les produits chimiques utilisés dans l'industrie. Alors, je prends juste un exemple sur le travail de quantification que font les épidémiologistes sur les cancers d'origine professionnelle. Donc il y a des travaux qui ont été menés depuis à partir des années 50, on a essayé de mesurer justement la part des cancers qui étaient imputables au travail et à l'environnement. C'est vrai que dans les milieux épidémiologiques, on arrive alors avec des chiffres qu'il faut prendre avec différentes pincettes, etc., qui font l'objet justement de controverses internes, mais on arrive quand même à un consensus à peu près entre une fourchette entre 4 et 8% des cancers, de l'ensemble des cancers qui seraient liés à des expositions professionnelles.
Donc ce chiffre, même s'il est l'objet d'un certain consensus parmi les épidémiologistes, il est l'objet de perpétuelles controverses. Alors je prends juste un exemple. En France, on a eu un rapport en 2007 qui a été commandé au Centre international de recherche sur le cancer pour évaluer justement les différents facteurs auxquels on pouvait imputer les cancers. Et pour les cancers d'origine professionnelle, on avait des pourcentages qui étaient beaucoup plus faibles et qui avaient donné lieu justement à une controverse parmi les scientifiques. Donc, même cette donnée-là, dont on pourrait espérer qu'à un moment elle se stabilise, on voit qu'elle est extrêmement fragile et fait toujours l'objet de controverses régulières. Alors, avec cette fragilité, cette précarité des connaissances scientifiques, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'à l'inverse, pour reconstruire justement un lien de causalité entre des expositions à des produits toxiques et des maladies, il faut déployer une énergie extrêmement importante. Alors, je prends juste un ou deux exemples. L'exemple de ce que j'appelais l'Observatoire des tumeurs de Turin. C'est en référence, alors je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi le procès qui avait donné lieu à la condamnation de Eternit et des industriels de l'amiante à Turin, donc un procès historique à l'échelle européenne, parce que c'était le premier procès, on avait réussi à condamner les principaux responsables d'Eternit et de l'industrie de l'amiante. Comment ? Suisse. Oui, Suisse, évidemment. Et donc ils avaient été condamnés, condamnation qui avait été confirmée en appel, mais cassée en cassation pour des questions de prescription. Donc procès historique pour différentes raisons. Juste pour information, en France on a eu une plainte qui a été déposée en 1996 qui est toujours en instruction, plus de 20 ans après. Pourquoi alors, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi est-ce que ce procès a réussi à Turin, notamment l'autonomie du parquet, etc. Mais il me semble qu'une des raisons, c'est le côté complètement, presque on pourrait dire obsessionnel du procureur Garinello à Turin. En fait, c'est quelqu'un qui, depuis les années 70, a décidé de mettre en place un recueil des cancers, donc un recueil des tumeurs, c'est ce qu'il appelle un observatoire des tumeurs, et dans chaque cas de figure, de remonter, dans la mesure du possible, à des expositions d'origine professionnelle. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est 30 000 cancers qui ont été recensés depuis les années 70, donc un travail, on voit, de longue haleine, donc beaucoup de cancers de la vessie qui étaient liés à une industrie sur le site, et puis 2000 mésothéliums, donc 2000 cancers liés à l'amiante, dans lequel, justement, on avait réussi à remonter à des expositions professionnelles ou environnementales dans le cadre de ce procès. Et ce qui me semble important, c'est de bien mettre en évidence que ce procès, il n'aurait pas été possible de lui donner ce résultat-là s'il n'y avait pas eu ce travail de fourmi au préalable, de reconstruire au cas par cas justement cette causalité entre les cancers et les expositions professionnelles. Dans le cas, tout en rappelant que l'amiante est quand même le cancérogène professionnel le plus connu, le mieux documenté, etc. Donc on imagine pour les autres cancers, les autres cancérogènes d'origine professionnelle, les radiations ionisantes, les poussières de bois, etc., qui sont beaucoup moins documentées, où on a beaucoup moins de données scientifiques dans ces cas-là. Alors, autre exemple un peu différent, c'est le GISCOP, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, qui fait le même travail, alors avec moins de moyens et avec des financements qui ont connu des difficultés ces dernières années, mais où l'idée c'est de recenser justement des cas de cancer qui sont déclarés en Seine-Saint-Denis et d'essayer de repérer justement si dans le parcours professionnel de ces personnes malades, est-ce qu'on ne peut pas remonter justement à des expositions d'origine professionnelle, ce que ne font pas spontanément les médecins généralistes qui rencontrent ces malades-là, les médecins hospitaliers encore moins, et non plus, ce qui est plus problématique, les médecins du travail qui devraient être plus attentifs à ces questions. Donc, pareil, un travail de fourmi pour reconstituer une causalité entre des expositions et des maladies. Donc, on le voit, une institutionnalisation de l'ignorance
Et par contre-coup, justement, quand on a un état des connaissances caractérisé justement par cette quasi-ignorance ou cette faiblesse des connaissances scientifiques, une énergie colossale à déployer pour reconstituer des connexions, pour reconstituer des systèmes de causalité entre les expositions et des maladies. Alors, face à ça, de quels moyens se dote l'État, de quels moyens se dote l'administration pour mesurer, pour quantifier justement le nombre des maladies professionnelles. Alors, premier point, c'est qu'il n'y a pas de dispositif spécifique, il n'y a pas une volonté. Enfin, on voit que les statistiques, comme l'avait montré Desrosières, peuvent être développées justement quand il y a des enjeux qui paraissent prioritaires à l'État, des questions que l'État se donne veut se donner les moyens de connaître, etc. Dans le domaine de la quantification des maladies professionnelles, il n'y a eu aucun programme spécifique qui a été engagé, ou on pourrait nuancer un peu, mais en tout cas, il n'y a pas de programme systématique, efficace pour quantifier le nombre de maladies liées au travail. Le seul dispositif qui existe, c'est le dispositif d'indemnisation des maladies professionnelles, donc, qui repose sur un système, alors ici c'est la SUVA, nous c'est les institutions de sécurité sociale, où on a une branche spécifique de l'assurance maladie, la branche accident du travail, maladie professionnelle, qui est en charge justement à la fois d'indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc ce système, il repose et il est à peu près fondé autour de la même logique depuis la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, donc la loi qui met en place cette indemnisation des accidents du travail d'abord, c'est la loi de 1898 qui fait sortir l'accident du travail du système d'indemnisation du droit civil, où il fallait faire un procès à son employeur pour être éventuellement indemnisé sous réserve que l'employeur ait fait une faute, etc. Donc c'était un système qui plaisait ni aux ouvriers, parce qu'il y avait un caractère d'aléa, ni aux employeurs qui ne voulaient pas se faire traîner en justice, etc. Ils trouvaient que ça atteignait leur image. Donc construction d'un compromis qui met en place un système d'assurance où on va indemniser de façon automatique les accidents du travail sans remonter justement à la responsabilité de l'employeur. Donc on va socialiser ce risque-là. Extension de cette réparation, de cette indemnisation des accidents du travail aux maladies professionnelles en 1919. Et où la question qui se pose, c'est quand on a un accident de travail, quand on a une chute sur le lieu de travail, la causalité avec le travail, elle est assez facile à établir, elle est assez facile à construire. Dans le cas des maladies professionnelles, on a souvent un temps de latence plus important entre le moment où on a une exposition et le moment où la maladie se déclare, etc. Et donc la question a été, en 1919, comment reconstruire justement ce caractère automatique de la réparation. Et donc ce qu'on va inventer en 1919 et ce qui va continuer à être la base jusqu'à aujourd'hui de l'indemnisation des maladies professionnelles, ce sont des tableaux de maladies professionnelles. Alors celui-là il est un peu petit, je vais vous montrer celui-là. Donc les tableaux de maladies professionnelles qui mettent en regard des maladies sur la gauche. Alors là c'est le cancer bronchopulmonaire primitif, donc dans le tableau 30 et 30 bis des maladies professionnelles, donc le cancer du poumon dans ce cas-là, ou le mésothéliome dans l'autre cas, et puis à droite les travaux qui sont reconnus comme exposants de façon forte à l'amiante, donc les travaux dans les chantiers navals, les travaux dans l'isolation, etc. Donc, et à partir du moment où une maladie est inscrite dans un tableau, elle a juridiquement, on appelle ça en termes juridiques la présomption d'imputabilité, c'est-à-dire qu'on présume qu'on peut l'imputer au travail. Donc à partir du moment où vous travaillez dans l'isolation et que vous avez un mésothéliome, vous pouvez être indemnisé par cette branche accident du travail maladie professionnelle de l'assurance maladie. Donc tableau de maladie professionnelle qui permettent de reconstruire un peu une causalité, une automaticité en tout cas de la réparation. Donc
Ces tableaux, ce qu'on va montrer, on va expliquer comment, c'est des tableaux qui sous-estiment très fortement le nombre de maladies professionnelles. Alors, notamment du fait du délai entre la connaissance scientifique d'une maladie et puis la création d'un tableau ou la modification d'un tableau. Alors, on verra qu'il y a d'autres mécanismes sur lesquels on va revenir après, mais globalement aussi la question du délai entre l'accumulation de connaissances scientifiques et l'introduction d'un tableau dans la législation est un caractère assez important. Alors, je reprends l'exemple de l'amiante. Alors, en revenant justement sur la colonne du milieu, vous avez une colonne de délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, c'est justement ce que j'évoquais du temps de latence entre l'exposition et la maladie. Donc, vous avez un délai de prise en charge dans le cas des cancers de 40 ans aujourd'hui, donc depuis 1996 dans le cas des tableaux liés à l'amiante, donc qui fait que si vous êtes exposé, ce qui est souvent le cas en fait, le mésothéliome, le mésothéliome et le cancer des poumons liés à l'amiante, ce sont des cancers qui ont des temps de latence extrêmement importants. C'est-à-dire que vous pouvez être exposé à 20 ans et développer votre mésothéliome 40 ans plus tard, jusqu'à 30 à 40 ans plus tard, qui sont les durées un peu médianes. Et pendant très longtemps, donc avant 96, donc avant la crise de l'amiante que j'évoquais tout à l'heure, qui a fortement mobilisé l'attention du public, on avait des délais de prise en charge qui étaient de l'ordre de 10 à 15 ans pour les cancers, donc qui en pratique rendaient impossible la reconnaissance des cancers liés à l'amiante. Et donc ce n'est que depuis 96 qu'on a des tableaux de reconnaissance des cancers liés à l'amiante qui peuvent reconnaître de façon relativement efficace justement les cancers liés à ce matériau. Donc on a eu des travaux d'historiens qui ont montré dans différents cas de figure que dans de nombreux cas, on a des tableaux qui sont construits de manière à limiter au maximum la reconnaissance. Donc dans le cas de l'amiante, il y avait cette question des délais de prise en charge qui en pratique interdisaient ou rendaient très difficile la reconnaissance des cancers. Dans le cas de la silicose, des travaux d'historiens ont montré que en gros, le tableau de reconnaissance de la silicose, il a été construit pour n'indemniser que les cas de silicose les plus graves, ceux qui arrivent plutôt en fin de carrière de mineur, au moment où justement le mineur ne peut plus aller au fond et qu'on est obligé de le retirer de sur le travail. Et en gros, ce qu'ont montré les travaux d'histoire sur la construction des tableaux sur la silicose, c'est qu'il fonctionnait un peu comme un système de pré-retraite. C'est-à-dire quand les ouvriers ne pouvaient plus, les mineurs ne pouvaient plus aller travailler, donc au moment où la silicose était extrêmement grave, extrêmement invalidante, à ce moment-là, donc le tableau prenait en charge, mais ne prenait en charge justement qu'une petite partie des maladies justement liées à l'exposition au charbon, aux poussières de charbon et à la silice. Donc les travaux d'historiens ont bien montré justement le caractère très tardif de l'indemnisation permise par la mise en place de ces tableaux. Donc les tableaux de maladies professionnelles, ils reposent, on va le montrer, donc sur un compromis social, donc c'est un compromis social, mais qui doit s'appuyer sur une causalité scientifique. Donc on est dans un exercice très particulier, alors qui se fait au sein du ministère du Travail en France, dans une commission. Alors il y a eu plusieurs générations de commissions depuis cette loi de 1919. Là aujourd'hui, en fait, ça s'appelle le Conseil d'orientation des conditions de travail, donc une instance dans laquelle les syndicats et les représentants des employeurs négocient pour construire ces tableaux, et donc ils négocient pour permettre la reconnaissance de nouvelles pathologies. Donc on voit bien que les pathologies qui sont reconnues, il doit bien y avoir une démonstration du lien entre l'exposition à certains produits ou certaines postures, certains process industriels et la maladie. Donc on doit bien avoir un soubassement scientifique pour construire un tableau, mais le tableau, on va le montrer par différents aspects, il repose
avant tout sur une négociation sociale, une négociation entre syndicats et employeurs. Et donc ce qu'on montre, c'est que plus qu'un retard, en fait, les tableaux, ils reposent sur une définition extrêmement restrictive de la maladie professionnelle, une définition qui va s'attacher justement à limiter au maximum les cas les cas de malades professionnels qui vont pouvoir être reconnus par ces tableaux. Donc on va voir la plupart des tableaux, justement, ils vont porter sur des intoxications, sur des infections microbiennes, où on va bien avoir une objectivation facile de la pathologie dont va se plaindre le salarié, et puis en même temps un lien assez univoque avec certains produits toxiques utilisés ou certains produits qui vont produire tel ou tel effet sur la peau, etc., qu'on va pouvoir reconnaître de façon assez facile. Juste pour donner un exemple, donc l'exemple du dernier tableau qui a été créé donc, en 1999 en France, les tableaux 97 et 98. Je ne sais pas si vous pouvez tout lire, mais je vais vous lire ce que vous pouvez pas lire. Donc c'est les tableaux qui permettent la reconnaissance des douleurs de dos, des affections lombaires, touchant alors les travaux qui exposent fortement, donc, notamment les travaux qui exposent à des vibrations, donc les travailleurs routiers ou les maçons, ceux qui font de la manutention de charges lourdes, etc. Donc on voit que c'est des douleurs de dos, c'est pas la douleur de dos du secrétaire, etc. C'est vraiment les douleurs de dos invalidantes pour les métiers fortement exposés à des vibrations, à la manutention de charges lourdes, etc. Donc ce dernier tableau qui a été rentré dans le système de sécurité sociale donc en 99, donc ça veut dire depuis presque une vingtaine d'années qu'on n'a pas eu de nouveaux tableaux systématiques, on a eu des petits ajouts de sous-tableaux, d'amélioration ou amélioration ou restriction des tableaux, mais il n'y a pas eu de nouveau tableau qui a été négocié. Donc ce tableau qui a été adopté en 99, il fait suite à 10 ans de négociations entre partenaires sociaux pour définir justement les douleurs de dos qui vont pouvoir faire l'objet d'une prise en charge. Et alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des négociations, mais en gros, il arrive à une définition. Alors, je vous la lis juste pour que vous vous rendiez compte, par une sciatique parallélodiscale entre deux vertèbres, la L4 et la L5, ou la L5 et la S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Donc, un nom très compliqué pour montrer en fait la seule douleur de dos qui soit à la fois très reconnaissable dans la douleur qu'elle provoque sur l'endroit, justement, les vertèbres touchées, et qui puisse être objectivable par un IRM. C'est-à-dire qu'on a dans ce cas-là une maladie qui est facilement démontrable par des outils cliniques et vis-à-vis desquels justement les experts qui accompagnaient les représentants patronaux dans cette négociation ne pouvaient pas refuser son inscription dans un tableau. Donc en gros on est dans la définition un peu à minima qui est la seule que ne pouvaient pas refuser les représentants des employeurs et leurs experts scientifiques sans perdre complètement toute crédibilité scientifique dans cette négociation. Mais en même temps, une définition minimale qui va permettre à un nombre très limité de personnes ayant des douleurs de dos de pouvoir être effectivement reconnues parce qu'il va falloir des dispositifs de contrôle et que voilà, vous pouvez avoir aussi des douleurs de dos qui vont toucher d'autres vertèbres, etc., mais qui ne pourront pas faire l'objet d'une reconnaissance. Autre exemple que je donne pour montrer la définition extrêmement restrictive de ces tableaux, c'est le tableau des troubles musculo-squelettiques, donc les TMS, donc qui font l'objet d'un nombre très important de reconnaissance de maladies professionnelles en France. Le nombre de TMS a augmenté au cours des dernières années. Alors, parce qu'on a eu une intensification du travail, etc., toute une série de raisons qui ont été bien documentées par les sociologues du travail. Donc, problème pour les TMS, troubles musculo-squelettiques, c'est vous voyez toutes les atteintes liées au mouvement répété.
Ouais, les tendinites, les problèmes aux épaules, etc. Toutes les troubles musculo-squelettiques, je ne sais pas si le terme est le même ici. Non, mais c'est moi qui je pense que je connais. Donc c'est des maladies qui sont assez répandues, alors, où les caissières, les découpes de volailles, genre le travail dans la viande, etc., donnent lieu, enfin voilà, on a une explosion, un nombre très important des troubles musculo-squelettiques. Et donc, jusqu'en 2011, pour c'est le tableau de l'épaule qui a été réécrit en premier. Donc on avait cette fois dans la colonne de droite du tableau, jusqu'en 2011, on avait une description des travaux qui était la suivante. Donc je cite, travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Donc en gros, voilà, dès que vous aviez des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, vous pouviez et que vous aviez une TMS, un trouble musculo-squelettique, donc une douleur à l'épaule, vous pouviez être reconnu comme ayant une maladie d'origine professionnelle et donc être indemnisé par cette branche de l'assurance maladie. Depuis 2011, donc, pour essayer de limiter un peu l'efficacité de ce tableau, on a réécrit la partie droite du tableau de la façon suivante, avec donc maintenant les seuls travaux qui pourront automatiquement faire l'objet d'une reconnaissance sont des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction. Alors en abduction, on est obligé d'expliquer ce que c'est-à-dire le bras qui se décolle du corps, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2h30 par jour en cuisine. Donc vous voyez, vous imaginez l'inspecteur, le médecin du travail dans l'entreprise qui peut arriver avec son rapporteur, mesurer qu'on a bien 60 degrés, avec son chronomètre pour voir qu'on a bien les 2h30, etc. Donc on voit bien la difficulté de la charge de la preuve pour entrer justement dans un mécanisme de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Donc l'objectif est clairement là de rendre plus difficile la reconnaissance de maladie professionnelle. Et on voit bien le caractère totalement arbitraire un peu du compromis qui a été construit et qui tient d'autant plus, je pense, qu'il fonctionne justement dans ces espaces assez confinés, ces espaces de négociation propres aux partenaires sociaux et aux experts qui travaillent avec eux. Alors, je vous disais, on est dans un système où aujourd'hui on a un quasi-blocage de système des tableaux, une quasi-paralysie du système des tableaux. Je vous disais donc le dernier tableau il date de 1999, donc il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors pourquoi ce blocage ? Une des raisons, c'est aujourd'hui que le système des tableaux, il fonctionne implicitement sur un modèle 100% des maladies qui entrent dans le tableau sont prises en charge. Donc, en effet, dès qu'on adopte un tableau, 100% des maladies qui rentrent dans les critères du tableau peuvent être prises en charge. Or, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, et notamment avec l'augmentation des cancers d'origine professionnelle, ce qui définit la maladie, c'est de moins en moins une définition clinique, mais une définition épidémiologique qui va s'appuyer justement sur la notion de risque attribuable. C'est-à-dire que le raisonnement principal qui va lier une cause à un cancer aujourd'hui, c'est pas tellement tel facteur produit causalement telle maladie, mais X% des cancers du poumon sont liés à l'exposition à tel produit toxique. Donc X% des cancers du poumon sont attribuables à l'amiante, mais sachant que X% des cancers du poumon sont aussi attribuables au tabac et à d'autres, à la pollution de l'air, etc. Et donc on est dans un système de reconnaissance des maladies professionnelles qui aujourd'hui est en contradiction frontale avec les modes scientifiques dominants que sont les modes de raisonnement justement épidémiologiques en termes de risque attribuable. Donc je vous ai montré tout à l'heure le tableau 30 bis, donc qui est le tableau qui permet la reconnaissance des cancers du poumon liés à l'amiante. Ce tableau, il constitue une exception. C'est-à-dire c'est le seul tableau qui permet justement une reconnaissance assez systématique des cancers du poumon liés à un produit, à un cancérogène professionnel. À part ce tableau-là, on a certains tableaux, alors je vais redonner les chiffres tout à l'heure, on a certains tableaux qui reconnaissent des cancers d'origine professionnelle, mais c'est que des cancers qui sont très spécifiques, certaines leucémies, les radiations ionisantes, les cancers de la vessie liés à certains produits
produits utilisés dans certaines industries chimiques, etc. Donc que des cancers qui sont très liés, enfin, dont on peut avoir un lien univoque avec certains produits qui sont très peu présents dans la population générale. Mais à part ces quelques tableaux qui ont, on verra qui permettent la reconnaissance d'un nombre très faible de cancers, on n'a quasiment aucun tableau qui permette une reconnaissance systématique, efficace des cancers d'origine professionnelle. Donc on a une quasi-paralysie du système depuis les années 90. Donc voilà quelques chiffres. Donc le Centre international de recherche sur le cancer que j'évoquais tout à l'heure, dont un des rôles est de lister l'ensemble des produits produisant des produits ayant pour effet de produire des cancers chez l'homme, liste plus de 100 cancérogènes certains et 300 cancérogènes possibles ou probables. On n'a que 22 cancers qui permettent la reconnaissance de cancers en France. Et pour donner quelques ordres de grandeur, donc chaque année on a à peu près entre 1700 et 1800 cancers qui sont reconnus par an, 1700 cancers qui sont reconnus par an. Là-dessus, les principaux cancers, c'est les cancers liés à l'amiante, donc 1400 cancers qui sont liés à l'amiante. Ça veut dire que hors amiante, on a 300 cancers qui sont reconnus comme étant d'origine professionnelle en France. Or, si on reprend les chiffres sur lesquels s'accordent les épidémiologistes, donc de la fourchette entre 4 et 8%, en gros, on est plutôt entre 14 et 30 000 nouveaux cas de cancer d'origine professionnelle par an. Donc, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont très loin d'une reconnaissance justement, d'une reconnaissance satisfaisante justement des cancers liés au travail par ce système d'indemnisation des maladies. Alors, comment est-ce que l'État, la sécurité sociale gère cette question-là? Pendant très longtemps, il a été question de mettre en place ce qu'on a essayé d'appeler un système de causalité partagée. Donc se dire, voilà, comme on est plutôt à X% des cancers, il faudrait peut-être réfléchir à faire prendre en charge X% du coût de la maladie ou X% de l'indemnisation à la branche AT-MP et puis les autres pourcents à la branche générale de l'assurance maladie. Donc ces réflexions, elles ont été avancées, mais elles n'ont jamais donné lieu à des résultats. Il n'y a aucune solution qui a débouché de ces réflexions. Et en gros, depuis 1996, on est dans une situation schizophrénique, ou en tout cas relevant d'une certaine forme d'hypocrisie, puisque ce qui se passe depuis 1996, depuis cette crise de l'amiante, donc il y a une reconnaissance institutionnelle du dysfonctionnement du système. C'est-à-dire que l'État reconnaît on ne reconnaît qu'un très faible nombre de maladies liées au travail, mais plutôt que d'engager une réforme de système d'indemnisation, plutôt que de dire, ben voilà, on va mettre à plat le système et essayer d'avoir un système qui indemnise mieux les maladies liées au travail, en fait, on a simplement mis en place un système de reversement annuel, c'est-à-dire qu'on ponctionne 1 milliard d'euros, en ordre de grandeur, 1 milliard d'euros à la branche accident du travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie, pour le reverser à la branche générale qui, de fait, justement, prend en charge les cancers quand ils ne relèvent pas, justement, d'une exposition professionnelle. Donc, on prend dans cette caisse qui indemnise les maladies liées au travail 1 milliard d'euros par an pour le verser à la branche générale de l'assurance maladie qui prend en charge justement les cancers quand ils ne font pas l'objet justement d'une déclaration comme maladie professionnelle. Donc vous voyez de la part de l'État à la fois une reconnaissance du dysfonctionnement du système, mais une simple réponse en termes financiers, pas de volonté justement d'engager une réforme du système. Donc une reconnaissance de la faible fiabilité de ces chiffres, mais qui n'empêche pas justement chaque année le ministère du Travail édite un document qui
qui fait état de la politique du ministère du Travail dans le domaine de la santé au travail de façon générale, y compris justement de la reconnaissance des maladies professionnelles. Et ce bilan annuel commence toujours par le nombre de maladies professionnelles alors en l'occurrence là c'est entre 2012 et 2013, a diminué de 4,7%. Donc vous voyez, avec ces chiffres-là dont on sait pourtant qu'ils rendent très peu compte de l'état justement des effets du travail sur la santé des populations, ils font quand même l'objet justement, enfin ils sont utilisés comme pilotage des politiques publiques dans ce domaine. Donc on a le ministère du Travail qui nous dit qu'on a 5% de diminution. Or, si on regarde précisément, justement, cette diminution, elle renvoie essentiellement justement à cette nouvelle définition du tableau que j'évoquais tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques, donc qui a rendu beaucoup plus difficile à partir de cette période justement la reconnaissance des TNS. Donc des chiffres qui sont très peu fiables, mais qui sont les seuls chiffres utilisés par le ministère du Travail pour piloter les politiques publiques dans ce secteur-là. Donc pour conclure, on est justement dans un système dont, y compris, enfin, dont l'ensemble des acteurs, sauf le MEDEF, donc les représentants des organisations patronales, confirment justement le caractère dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'il ne permet pas l'indemnisation de l'essentiel des maladies liées au travail, et notamment des cancers d'origine professionnelle. Donc on est dans un dysfonctionnement qu'on pourrait dire récurrent et durable du système d'indemnisation, donc qui conduit à produire des biais dans la façon dont on appréhende les enjeux de santé publique liés au travail. C'est-à-dire qu'on a une sous-estimation structurelle et durable des conséquences du travail, des conséquences sanitaires du travail sur la santé des populations. Et il me semble que c'est dans la mesure où on a justement à la fois une faiblesse des chiffres scientifiques, une précarité des chiffres scientifiques et une sous-estimation institutionnelle de ces effets du travail sur la santé que l'État peut continuer justement à maintenir ce domaine d'intervention comme peu prioritaire et à ne pas engager justement de réformes importantes dans ce secteur-là. À l'inverse, un des facteurs, il y avait différents facteurs qui avaient conduit justement à une forte remise en cause du dispositif d'intervention dans le domaine de l'amiante, mais un des facteurs qui avait fortement joué, c'était le moment où où il y avait eu un accord assez unanime autour du chiffre de 3000 morts par an liés à l'amiante, et qui avait justement, en objectivant cette réalité, conduit l'État justement à changer de braquet pour aller vite sur la façon dont il prenait en charge ces questions-là. Donc à l'inverse, on peut se dire que si on avait ou des connaissances scientifiques plus stabilisées, ou une quantification institutionnelle plus systématique des maladies professionnelles, l'État aurait plus de mal justement à maintenir ce caractère insatisfaisant justement des politiques publiques dans ce domaine-là. Et il me semble, pour conclure, que ça illustre ce que certains chercheurs là, autour de personnes, Catherine Tellen, ont appelé les réformes par drift, les réformes par dérive. C'est-à-dire qu'on est typiquement, je pense, dans ce type de réforme institutionnelle où on laisse à la dérive un système institutionnel. C'est-à-dire qu'on a un système qui a pour objectif d'indemniser, de reconnaître les maladies professionnelles, dont on sait, dont on constate qu'il ne le fait plus, mais qu'on laisse quand même en l'état. C'est-à-dire que le problème a changé fondamentalement au cours des 20 dernières années avec l'explosion des cancers professionnels, et si on voulait avoir un système qui reste efficace, il aurait fallu justement lui donner les capacités de reconnaître de façon systématique les cancers d'origine professionnelle. Or, en ne faisant pas de réforme, en laissant à la dérive le dispositif institutionnel, ce que disent ces auteurs-là, c'est que en fait, c'est non seulement
une forme d'inaction publique, mais c'est aussi une forme de réforme des États-providence. C'est-à-dire qu'en choisissant de ne pas réformer un dispositif dont on constate qu'il ne répond plus à la transformation du problème au cours des dernières années ou des dernières décennies, on opère une réforme des États-providence. Alors une réforme qui se fait complètement en silence, qui se fait sans débat public, qui se fait sans discussion autour des conséquences et de l'impact que ça, mais des réformes qui modifient durablement et structurellement la capacité justement des États-providence à remplir leurs objectifs de prise en charge justement d'un certain nombre de risques sociaux. Donc voilà, il me semble que derrière ce qu'on qualifie d'inaction ou de non-intervention de l'État ou non-réforme de certains dispositifs, on a des choix en pratique qui transforment les États-providence justement de façon très puissante mais très discrète. Emmanuel, donc, alors je vais renoncer une partie des remarques, mais tu auras droit aux questions quand même, tu vas pas échapper. Alors effectivement, si on prend un peu déjà tes travaux, l'ouvrage issu de ta thèse et puis l'ouvrage que tu as co-dirigé sur la modélisation des risques, qui moi me sert beaucoup pour mes cours sur le risque, effectivement, c'est un point de vue qu'on peut appeler continuiste, dans le sens où ce qui t'intéressait, en l'occurrence, c'est alors des phases extraordinaires de déconfinement, de négociation, des rapports de force, etc., et puis des phases beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus longues, beaucoup plus durables, de confinement de tous ces enjeux, Alors, tu montres bien comment l'enrôlement des experts scientifiques par des industriels coproduit des biais qui mènent à de l'indifférence, à de l'ignorance, à de la non-décision, pour reprendre Bakrax et Baraz, au statu quo. Faire obstacle à de nouvelles connaissances sur les pathologies professionnelles, potentiellement synonyme donc, de restriction d'usage, d'interdiction, de régulation, donc chose que veulent éviter la plupart des employeurs. Mais disons que là où une grande partie, si ce n'est donc la plupart des travaux insistent sur la part intentionnelle et manipulatoire de cette production d'ignorance, d'ailleurs j'ai été surpris que tu ne mentionnes pas le terme d'amniotologie, donc ce néologisme forgé par Robert Proctor il y a presque 20 ans maintenant, c'est-à-dire une production donc, volontaire d'ignorance. Alors, je pense que tu as bien fait de souligner qu'évidemment, il y a toute une gradation qui ignore ce terme, entre la connaissance et l'ignorance, bien sûr, il y a évidemment tout un tas de savoirs parcellaires, comme tu les as appelés. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est de rendre compte des dimensions structurelles de cette ignorance. C'est-à-dire l'ampleur et la pérennité des inégalités qui caractérisent d'ordinaire les rapports employeur-employé. Par ailleurs, et tu le précises, c'est vrai qu'il y a une sorte d'angle mort, par exemple de la théorie de l'acteur réseau ou des travaux pragmatistes, qui sont très peu attentifs en général à ces questions de pouvoir, aux inégalités en général, et j'ajouterais même en général aux institutions, plus généralement. Et donc ce que tu veux faire, c'est expliquer la capacité durable, car institutionnalisée, de coalitions d'industriels, d'experts et de gouvernants, à conférer un statut de non-problème à des enjeux sanitaires, à générer de la non-conflictualité, de la résignation aussi chez les victimes. Alors du coup, il y a un circuit très complexe que tu décris attentivement et très compartimenté, dominé par les représentants du patronat, même s'il peut y avoir parfois aussi des formes de collusion au niveau syndical, tu mentionnes le cas de FO dans certains cas, et puis des situations caractérisées par un retrait de l'État. Alors du coup, certes, l'équation est beaucoup plus complexe que la façon dont je vais l'énumérer maintenant, mais disons qu'il y a une difficulté de l'imputabilité de la responsabilité, d'une part parce qu'on a des pathologies effectivement qui sont multifactorielles, on sait la complication qu'il y a, et c'est pour ça que c'est évidemment aussi des raisonnements probabilistes dans la mise en risque typique de l'épidémiologie, l'absence d'enquête épidémiologique, la difficulté à mener ces enquêtes, a fortiori sur la durée, avec des échantillons assez importants, la faiblesse du financement de la recherche, la définition restrictive, comme tu l'as montré avec les tableaux, des pathologies indemnisables, et la position dominée, par exemple, des acteurs parmi d'autres de la médecine du travail dans le monde médical,
notamment par rapport aux cliniciens, et bien tout cela, plus encore d'autres éléments, mais aboutit effectivement en gros à des arbitrages sociaux, voilà, généralement et de manière routinière, défavorables aux victimes. Alors, tu n'as pas eu le temps de le développer là, mais effectivement, toute la deuxième partie de l'ouvrage, c'est sur ces fameuses VLEP, les valeurs limites d'exposition professionnelle, où tu montres que c'est une forme de gouvernement transnational des risques, qui a été en quelque sorte importé, donc aussi transformé en France, et tardivement, puisque ça vient d'autres endroits, mais c'est vrai qu'on a à la fois l'ancien Bureau international du travail, l'OIT, l'OMS, l'OCDE, etc., qui vont conduire à l'importation de ce nouveau dispositif en France et sa standardisation. Qui vise aussi donc quelque part à normaliser l'exposition à des toxiques en stabilisant un niveau de danger acceptable auquel donc, exposaient les employés, tout en occultant via des instruments technoscientifiques les dimensions politiques et économiques de cet arbitrage entre plusieurs logiques sectorielles. Parce qu'on a à la fois effectivement dans le cadre de ces négociations des arguments qui peuvent être d'ordre économique, politique, mais scientifique, juridique. Et pour aboutir, pour reprendre l'expression d'un des auteurs que tu mobilises, un des nombreux auteurs nord-américains que tu mobilises, une Pax Toxicologica. Donc, ces VLEP présentent en fait une frontière entre danger et sécurité. Or, bien sûr, c'est aussi une histoire de gradation qui est bien plus complexe, puisqu'il y a aussi, alors, il y a des expositions à des cancérogènes dits sans seuil. On sait aussi ce qu'on appelle l'effet cocktail, etc., donc ce qui complique ultérieurement l'étiologie. Et en gros, c'est vrai que ce qui peut jouer aussi dans tous ces phénomènes d'invisibilisation, c'est que, voilà, en gros, le réductionnisme scientifique de laboratoire tend à décontextualiser la maladie. C'est-à-dire à identifier, à isoler un facteur, alors qu'on a une multiplicité de facteurs qui interagissent. Alors du coup, l'emprise de l'expertise scientifique renforce les industriels propriétaires des produits, pour reprendre l'expression de Busfield, mais aussi donc, des brevets, des études, des tests et des questions posées, donc propriétaires du produit public in fine. Et puis, donc, c'est ce qui différencie de beaucoup de ces travaux inspirés de Proctor, c'est qu'il y a finalement, la plupart des acteurs, enfin pour ce qui est des dominants, n'ont pas besoin de falsifier les données ou de fabriquer du doute, puisqu'il y a une logique gestionnaire, au bout du compte, du fait accompli, adoubée par la science dite réglementaire, science réglementaire qui aboutit donc à des configurations difficilement, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais difficilement réversibilisables. Qu'on pense au nucléaire civil, une fois qu'on se met à mettre en chantier quelque chose d'aussi massif que le nucléaire civil, mais aussi l'amiante, le benzène, le plomb, etc., on pourrait multiplier la liste. Et donc, il y a une forme de technicisation qui est une autre forme de ce que Gaxi appelait le sens caché, mais pour autre chose que pour la politisation par rapport au vote. C'est-à-dire des logiques aussi, pour reprendre une autre expression utilisée par les auteurs que tu me dises, de dédémocratisation. On pourrait dire aussi de dé ou de a-judiciarisation, ou de dé ou de a-médiatisation. Qui sont aussi à l'œuvre dans d'autres secteurs, et que tu mentionnes, par exemple dans la finance, avec cette complexité et cette technicité des outils utilisés par les acteurs professionnels du monde de la finance, ou on pourrait dire aussi par exemple du marché carbone, aussi du droit à polluer, avec une technicité très forte, qui évidemment renchérit le droit d'entrée, ne serait-ce que dans les négociations, et a fortiori dans le cadre de polémiques. Alors, c'est vrai que tes conclusions sont assez proches d'autres travaux dans d'autres disciplines, d'historiens, de collègues historiens. Je pense aux travaux de Jean-Baptiste Fressos, son ouvrage L'Apocalypse joyeuse, une histoire des risques technologiques, ou l'ouvrage plus récent dans la même collection de François Jarriche et Thomas Leroux, La contamination du monde, une histoire de pollution à l'âge industriel, à savoir que des rapports étroits entre experts, industriels, législateurs tendent à normaliser des dangers auxquels font face des acteurs dominés. Et donc, leur conclusion, leur résultat, c'est de dire qu'il y a une sorte de désinhibition avec la révolution industrielle, une sorte de laisser-faire dans tous les sens du terme. Alors, à cette différence près que toi, tu insistes, tu observes surtout du silence, de l'invisibilisation, alors qu'eux insistent sur le fait qu'il y a déjà des polémiques très tôt, contrairement à l'argument d'Ulrich Beck, bien sûr. C'est-à-dire que là, ils vont voir de près, dès la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de polémiques avec des travailleurs, des riverains, etc., sur des fumées d'usines, etc. Mais, bien sûr, ils concluent au fait que ces polémiques tournent très très rarement à l'avantage des plaignants.
Alors j'en viens à mes questions, je vais faire assez vite, mais il y en a 5, tu pourras peut-être choisir. Alors, peut-être préciser un petit peu tes sources, parce que là-dessus, tu es assez cursif, hein, mais peut-être aussi c'est des questions avec ton éditeur. Hein, tu dis juste en page 23 de 38, hein, tu parles d'entretien et d'archives, et j'aimerais en savoir un peu plus, d'autant plus que cet ouvrage n'est qu'une partie des travaux en cours, j'imagine, hein, que tu continues dans cette lignée. Et puis, page 116, tu parles même d'ethnographie, là on n'en voit rien, mais j'imagine que c'est des choses que tu vas pouvoir exploiter par ailleurs. Et par ailleurs, c'est un regret, je ne sais pas, mais je te le demande, sur le fait que c'est vrai, ces travaux, mais je comprends pourquoi, ce que tu voulais montrer, c'est des logiques structurelles, durables aussi, par rapport à des inégalités pérennes. Et du coup, il y a un côté un peu désincarné, mais sans doute que tu as les moyens, évidemment, dans d'autres publications ou d'autres collaborations par la suite, à changer un peu la focale. Ma deuxième question, c'est quid du rôle de certains acteurs dont on aurait pu s'attendre à les retrouver parmi tes protagonistes, quid des compagnies d'assurance? Là, ils sont quasi, mais peut-être à raison, hein, qu'est-ce qui fait qu'elles apparaissent aussi peu? Quid des avocats et quid des scientifiques lanceurs d'alerte, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, par exemple, on a le cas, mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres, mais de cette zoologiste, épidémiologiste Théo Colborn, hein, qui vulgarise en 1996 le concept de perturbateur endocrinien, qui va aussi pouvoir peut-être, alors pas le concept lui-même bien sûr, mais les usages qu'il pourra faire pourra modifier la donne, et ça renvoie à évidemment tout un filon de travaux qui sont peu connus en France, mais autour de Phil Brown et d'autres, de ce que ces auteurs appellent de l'épidémiologie populaire ou profane, hein, alors qui est peut-être aussi un peu enchantée et naïve dans certains cas, mais qui est liée aussi à la proximité de ces auteurs avec des lanceurs d'alerte scientifiques. Troisième question, alors je l'ai déjà mentionné, quid in fine quand même des collusions ou des stratégies, puisque par exemple un Robert Proctor nous parle dans Golden Holocaust, hein, d'une sorte de pyramide de Ponzi oncologique, hein, par rapport à ces cancers, via l'intéressement de scientifiques, mais aussi de marchands de doute, de spécialistes des relations publiques, d'avocats, etc. Et donc il y a vraiment chez lui, d'ailleurs c'est dans le sous-titre français, hein, de l'édition française de l'ouvrage, qui n'est pas dans l'ouvrage original, mais il y a le terme de conspiration. Mais c'est vrai qu'on a des éléments, alors effectivement, qui sont liés à l'inversion du rapport de force dans le cadre des procès des années 90 aux États-Unis, hein, c'est-à-dire qu'ils contraignent les géants de l'industrie du tabac à soumettre, à rendre public leur documentation, notamment tous les mémos internes, toute la correspondance interne. Et du coup, là, on a des traces, hein, voire si ce n'est des preuves, d'une conspiration du silence. Est-ce que du coup, sur ton terrain, c'est pas le fait que, c'est pas le rapport de force à ce point unilatéral en faveur des employeurs qui empêche la production de ce type de traces, qui du coup te rend inaccessible des choses qui pourraient te montrer que, au-delà, effectivement, c'est pas que c'est contradictoire, au contraire, hein, ça viendrait renforcer la dimension structurelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand même, alors le terme de collusion est très plastique, bien sûr, ça va de la complicité très explicite à des formes on ferme les yeux, qui peuvent être tacites, hein, bien sûr, ça renvoie à toute une gradation de complicité plus ou moins forte. Mais donc, quand même, in fine, est-ce que c'est pas quelque part un angle mort où le fait qu'il n'y ait pas eu de procès lui-même lié au rapport de force très défavorable, qui du coup, parce que du tabac jusqu'à ce que Proctor et d'autres s'amusent à lire ces millions de pages, hein, qui sont rendues publiques, hein, qui sont accessibles sur Internet, liées à l'issue des procès, hein, que ces travaux ont pu être rendus possibles. Enfin, quatrième question. Alors, ce qui ressort très très fort de ton ouvrage, c'est quand même l'hégémonie, hein, de certains acteurs dominants alors, je ne sais pas si ça fait partie de la question, si utiliser ce terme du champ économique. Quid donc des autres espaces sociaux, hein, c'est-à-dire de l'autonomie, alors certes relative bien sûr, hein, comme dans tout espace social, peu importe le terme qu'on utilise, mais du droit, de la science, du journalisme, du syndicalisme, de la politique, hein, c'est-à-dire qui apparaissent en tout cas, et on le comprend, très peu armés pour contrer les dominants du champ économique pour faire. Et du coup, j'en viens à ma cinquième, et c'est plus une remarque, mais alors peut-être c'est par rapport à tout ce dont on parle dans le cadre des 200 ans de la naissance de Marx, mais
Marx, effectivement, en insistant sur la plus-value, on pourrait être aussi parallèlement, ça n'a rien de contradictoire, insister sur la faculté des capitalistes à transférer leurs externalités négatives, sachant que le terme, bien sûr, est insatisfaisant, mais sur d'autres acteurs, qui peuvent être des particuliers, mais aussi sur les autorités publiques. C'est-à-dire cette forme de trucage comptable. Et ça, on le voit très très bien, l'industrie du charbon, comment, effectivement, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que s'il fallait mettre en colonne les coûts, etc., effectivement, par rapport aux profits qui sont générés, évidemment, c'est tout un autre système, tout un autre état des rapports de force possibles et de profit possibles qui serait envisageable. Voilà, merci. Donc tu peux choisir, il y a sans doute trop. Non, merci en tout cas des questions. Alors je vais répondre dans l'ordre et puis après je verrai. Sur les sources, c'est des travaux. Ce qui m'intéresse sur ces questions de synthèse, c'est qu'en fait c'est des questions que j'ai abordées dans le prolongement de ma thèse de doctorat. Donc en fait il y a eu différents programmes de recherche dans lesquels j'ai fait moi des entretiens. Alors c'est alors c'est vrai que je liste pas. En effet c'était des contraintes un peu éditoriales, mais je reviens pas sur les différents contrats en fait qu'on permet de faire ces recherches, mais ça a été beaucoup de continuer en fait à faire des entretiens avec à la fois des experts et des administrateurs ou des membres de cabinet, etc. Tout ce qui est, tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et puis après, une des choses qui a été assez importante, c'est en fait l'accès aux archives, notamment d'Henri Pézra, qui était un des grands militants de la cause de l'amiante et qui dans le prolongement en fait, a été dans plein de comités justement d'experts qui négociaient sur ces valeurs limites d'exposition professionnelle. Et c'est vrai qu'il a rendu public, il a rendu accessible ces archives et c'est vrai que ça a été une source d'information assez importante par ricochet, pas par ricochet, mais où j'ai pu confirmer un certain nombre de choses que j'avais pu savoir par ailleurs, etc. Mais en ayant un peu des sources écrites, donc en confirmant un certain nombre de choses. Et puis c'est vrai que l'ethnographie, c'est un élément que j'ai fait plus récemment parce que moi je voulais faire de l'ethnographie au départ d'un groupe d'experts de l'ANSES, donc l'Agence française de sécurité sanitaire, environnement, travail, qui n'a pas accepté. Donc j'ai été faire de l'ethnographie à l'échelle européenne du SCUL, du comité d'experts qui promeut et qui fixe les valeurs limites à l'échelle européenne, à un moment où justement le SCUL était en fin de mandat. En gros, leur mandat était terminé depuis plusieurs années, ils n'avaient pas été renouvelés, donc c'était un moment un peu de flou, et où ils m'ont laissé rentrer un peu sur un malentendu pour être franc, parce que dès que ça s'est remis en place, ils m'ont dit mais écoutez, ça serait bien que vous rentriez chez vous et qu'on puisse continuer notre travail. Et c'est vrai que pour des questions de temps, etc., j'ai pas eu le temps de faire des papiers là-dessus, mais voilà, c'est dans mes objectifs en effet de donner justement sur ce lien expertise politique. Je pense qu'il faut donner des éléments plus ethnographiques, plus comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que la plupart des autres travaux, c'est des travaux plutôt quantitatifs sur les systèmes de valeurs limites en fonction des pays, etc., qui sont très macro. Et c'est vrai que ce serait important d'avoir des éléments justement plus incarnés de comment ça se passe en pratique. Alors, sur les absents. Alors, les avocats sont un peu présents, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de procès, parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de procès sur ces questions-là, mais c'est vrai que les autres sont assez absents, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance sont pas présentes parce que ça reste quand même un système qui reste un système d'assurance publique pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas de... c'est vraiment uniquement un système de sécurité sociale pas étatique, mais porté par les partenaires sociaux, etc. Donc pour l'instant, les assureurs interviennent un petit peu dans ce qu'on appelle la mise en évidence de la faute inexcusable de l'employeur. C'est-à-dire quand un travailleur demande à être reconnu comme étant victime d'une maladie professionnelle, il peut dans un deuxième temps mettre en cause la faute de l'employeur. Et s'il arrive à faire reconnaître cette faute inexcusable, c'est propre au droit de la sécurité sociale de l'employeur, à ce moment-là, il peut être mieux indemnisé. Et là, il y a en effet des assurances privées qui entrent en compte, mais voilà, sur
sur un côté assez marginal du système, donc ils sont assez peu présents. Et c'est vrai que je pense que, alors sur la question des lanceurs d'alerte, on est quand même dans une période où je pense qu'il y a pas de... Enfin, c'est vrai que les principaux experts qui s'étaient engagés avec les organisations syndicales, etc., l'avaient fait dans le prolongement de 68, donc ils s'étaient engagés depuis les années 70 auprès d'eux. Et c'est vrai que je constate, alors on ne peut pas systématiser complètement, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de relais qui a été pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période, alors à part sur tout ce qui est exposition aux pesticides, où on a des mobilisations qui sont assez importantes en France, mais dans le domaine de la santé au travail, on a des mobilisations qui restent quand même assez localisées, etc. Et on a assez peu de scientifiques qui se mobilisent justement avec des organisations syndicales pour attirer l'alerte sur un certain nombre de questions. Donc, en effet, je pense qu'on est à un moment quand même de faiblesse des mobilisations autour de ces questions-là. Alors, parce que aussi les organisations syndicales ne prennent pas cette question-là de façon prioritaire. Enfin, il y a plein de raisons, mais c'est vrai qu'ils sont assez peu présents, et les avocats aussi, parce qu'il y a peu... Enfin, les conflits sont assez peu portés sur la scène des procès, sur la scène judiciaire. Alors, ce qu'on comprend quand on voit justement ce que je disais, les résultats dans le domaine de l'amiante, qui serait le cas le plus facile à faire entrer en procès, on est depuis 20 ans en instruction, avec une difficulté à procéder à des mises en examen qui sont à chaque fois cassées par le parquet, etc. Donc c'est très compliqué. Donc, ce qui emmène à la question suivante, en effet, sur les questions des collusions et des stratégies. Et je pense qu'en effet, il n'y a pas de raison de penser que les industriels français sont plus vertueux, d'ailleurs ni moins vertueux que les Américains ou que les Suisses ou que les Allemands. Hein, mais en effet, en plus, là, on est en ce moment où il y a une loi, je ne sais pas si vous avez entendu parler jusqu'ici, sur le secret des affaires, etc., qui est en cours de discussion, etc., qui va rendre encore plus difficile. Et je pense qu'en effet, il y a une vraie difficulté d'accès à ces données-là en France. Puisque le système judiciaire, contrairement au système américain et un peu aussi anglais, donne accès justement grâce au procès et au cours du procès à des données qui sont normalement inaccessibles. Et en France, c'est le contraire. Quand on a un secret de l'instruction, donc c'est au contraire, à partir du moment où le juge rentre sur un domaine, on a encore moins accès à ces données-là. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Donc c'est vrai que ça m'oblige à formuler mes questions autrement, mais je pense que si on avait accès à ces données, on pourrait aussi démontrer... alors je pense qu'il y a des éléments qui sont peut-être moins intéressants intellectuellement d'un point de vue sociologique, on ne poserait pas la même question, mais qui seraient socialement très intéressants à mettre au jour. Quand même. Je pense qu'il y a quand même des vraies questions sur au moins quand on est sur des enjeux de santé publique ou des enjeux de santé d'environnement, je pense qu'on devrait quand même avoir une législation qui permette à certains acteurs, soit les agences sanitaires, soit les chercheurs, d'avoir accès à certaines données. Je pense que politiquement, il y aurait un vrai enjeu à faire, mais c'est vrai que les mobilisations autour justement de la loi secret des affaires conduisent, enfin voilà, on est plutôt sur une fermeture qu'une ouverture. Alors après, sur la question sur l'hégémonie des acteurs économiques, tu peux me repréciser sur comment est-ce que les acteurs issus d'autres champs pourraient peser un peu sur... Parce que quand bien même ton propos est de me dire qu'il ne faut pas se focaliser sur les intentions, les stratégies, et en cela je suis assez d'accord, hein, il y a beaucoup de tacites, il y a beaucoup d'accords, etc., qui sont aussi tacites, hein, qui sont aussi des adaptations réciproques des acteurs sur ce qu'il est possible de faire ici et maintenant, avec leurs interlocuteurs. Quand même, on voit quand même, enfin c'est ce qui me semble ressortir, on voit quand même un pilotage, c'est une capacité quand même à orienter les décisions, les instruments qui vont être utilisés, les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui ont autorisation à intervenir dans tel dossier ou pas, etc., qui est quand même globalement, voire systématiquement, hein, et je ne pense pas trahir ton propos en disant cela, à l'avantage des industriels qui pourraient potentiellement être mis en cause. Et donc, alors...
sans que ce soit sens unique, heureusement, il y a des périodes d'inversion des rapports de force, quand il y a plus des confinements, pour faire vite, quand il y a des mobilisations multisectorielles, mais en temps ordinaire, il y a quand même cette capacité à orienter tout un tas d'acteurs, à faire en sorte que d'autres acteurs, alors sans que ces acteurs eux-mêmes soient unanimes, bien sûr, etc., mais que, en tout cas, des juristes ferment les yeux, que des administrateurs ferment les yeux, que des épidémiologistes ferment les yeux, que des cliniciens, des syndicalistes, enfin voilà, un tas d'acteurs par ailleurs très hétérogènes entre eux, etc., mais finalement abondent dans ce qui pourrait être considéré comme l'intérêt des employeurs à ne pas avoir reconnu certaines pathologies. Oui, non, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est qu'en effet, c'est-à-dire qu'on est dans des effets qui sont structurés à un moment, mais qui ont tellement produit justement de biais institutionnels, etc., que c'est un peu ce que tu disais dans ta remarque. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe vraiment dans ce domaine de la santé au travail, alors qui est un peu spécifique, après, je pense maintenant, ce qui faudrait essayer de pointer peut-être de façon plus systématique, c'est un peu ce qui relève de la spécificité de la santé au travail et ce qu'on peut quand même élargir à d'autres domaines. Mais ce qui est frappant, c'est en effet le fait qu'aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de déployer de l'énergie pour que ça reste pour que les institutions continuent à produire ces biais de sous-estimation, de non-prise en compte d'un certain nombre de choses, etc. C'est-à-dire qu'on voit que ça fonctionne tellement bien et les rapports de force sont tellement inscrits dans les institutions que c'est très très difficile de s'opposer. Alors on le voit, ça marche quand même dans le domaine, ce que je disais, des pesticides, dans le domaine agricole, mais je pense parce que ça renvoie justement à des formes d'organisation du travail, en gros, la principale difficulté dans le domaine agricole, c'est que souvent c'est des employeurs eux-mêmes, enfin, c'est des petits exploitants donc, qui se contaminent eux-mêmes. Donc le problème, c'est d'arriver à se dire que dans le travail qu'on fait soi-même, on est en train de s'intoxiquer. Donc c'est vrai que le retournement, il a été assez difficile à faire à cause de cette difficulté-là. Mais maintenant qu'il est engagé, on voit que c'est là où se produisent encore que, parce et encore, au dernier salon de l'agriculture. Mais oui, non, c'est fragile. Mais on ne peut plus produire autrement. Tellement dépendants, tellement pris sanitaires pour faire vite, qu'eux-mêmes n'envisagent plus de produire autrement qu'en utilisant massivement. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait... Parce que moi, au point de départ, quand j'étais sorti de mon travail de l'amiante, donc maintenant je me disais, mais quand même, il va y avoir un effet d'entraînement, c'est-à-dire que pas imaginer que ce qui s'est passé autour de l'amiante ne va pas redéfinir un peu un certain nombre d'enjeux, etc. Et ce qui est frappant, au contraire, c'est comment on a réussi à faire de l'amiante un risque à part, à mettre un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour justement faire en sorte que ça reste complètement quelque chose d'en dehors de l'ensemble des autrices professionnelles. Enfin, et le fait qu'il n'y ait qu'on ait réussi à garder aussi fortement les équilibres tels qu'ils étaient auparavant, me semble assez frappant. Ouais, non, c'est très, très frappant. Ouais. Très bien, merci. Donc, question, oui. Oui, alors c'est une question commentaire. C'est fascinant, c'est très intéressant. Cependant, peut-être une interprétation